Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Charoumani Chamassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association À Demain pour les enfants. On le voit à Mayotte, la précarité s'installe de plus en plus et cela se manifeste par des vols de nourriture. Nous y reviendrons avec vous au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 20 mai. Les blocages continuent à Longoni. Les salariés de la Smart ont toujours l'impression qu'Idanel se moque d'eux. Les réunions de crise s'enchaînent, mais le feu ne semble toujours pas s'éteindre. Explication. Voler les goûters d'enfants à la maternelle, cela ressemble à une mauvaise blague, mais à Mayotte, ce phénomène existe. Face à la précarité et à la faim qui les tiraille, certains sont prêts à tout. Reportage dans notre édition. Éduquer, former et intéresser les jeunes. Pôle emploi organisait aujourd'hui une journée à destination des moins de 25 ans. L'objectif était avant tout d'expliquer la teneur de certains métiers. Le point à la fin de notre journal. Les salariés de la Smart ont de nouveau bloqué le port de Longoni en réaction aux agissements de la direction de Mayotte Channel Gateway. Selon eux, celle-ci ne respecterait pas les engagements souscrits récemment pour mettre fin au conflit entre les deux sociétés. Un manque de respect qui s'est notamment traduit par sa non-participation à la réunion qui devait se tenir ce matin. Les images sont signées Abbas Adidi et Leslie Vimné. La patience des salariés de la Smart semble une nouvelle fois avoir atteint ses limites. Alors qu'une réunion était prévue ce matin pour débloquer la situation de conflit au port de Longoni, celle-ci a finalement été reportée en milieu d'après-midi. Un report dû à l'absence d'une des parties prenantes. Cette réunion devrait réunir l'ensemble des partenaires qui travaillent au sein du port, en l'occurrence de la Smart et du MCG. Et du représentant du conseil départemental et un représentant de l'État. Mais il s'est avéré que la réunion a été annulée suite à l'absence de la présidente, je ne sais pas si elle est présidente ou directrice de MCG, Madame Nel. Une absence qui a le don d'agacer fortement les salariés de la Smart qui se sentent pris au piège. La crise entre la société d'accounage et Mayotte Channel Gateway ne fait que s'enliser, et ce malgré les deux protocoles de sortie de conflit signés depuis que les deux enseignes ont commencé à s'opposer sur les modalités d'exploitation de la zone portuaire. Nous, les employés de la Smart, c'est qu'il y a eu deux protocoles de fait de conflit qui ont été signés par les tripartis. Et qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est respecté par Madame Nel. Et c'est elle qui a la clé du port, justement. Le matin, elle signe un protocole, le lendemain, elle fait autre chose. Donc finalement, il y a un certain moment où on doit dire que basta, quoi. L'arrivée prévue le 28 mai prochain des 3 grues d'une valeur de 20 millions d'euros ne va sûrement pas arranger la situation. En effet, afin d'optimiser les compétences de ces salariés à l'usage du nouveau matériel et augmenter leur performance sur le terrain, Mayotte Channel Gateway a déployé toute une série de formations à laquelle le personnel de la Smart a également été invité à prendre part. Une invitation qui, loin d'être anodine, a immédiatement mis le feu aux poudres dans les rangs des destinataires. Autant dire que le plan de restructuration du port de Longoni n'a pas fini de susciter les tensions entre les deux principaux occupants des lieux. La réunion prévue ce matin a bien eu lieu dans l'après-midi, mais à l'heure où nous parlons, les discussions sont toujours en cours. Un protocole de sortie de crise est pourtant, cela dit, en bonne voie. Ce matin, le directeur de la BFC Réunion Mayotte, Pierre-André Tollet, était attendu pour rencontrer les salariés. La rencontre était prévue pour 16h30, mais celui-ci n'arrivera à Mayotte que demain. À 15h, la DIECT a tout de même convoqué salariés et direction locale pour une conciliation en présence d'un avocat. Pierre-André Tollet devait par ailleurs prendre part aux négociations par visioconférence, mais des problèmes techniques l'en ont empêché. À la suite de cette réunion, toujours aucun accord. On écoute Aboudou Boursali à la sortie de la réunion. Il exprime sa colère au micro de Shakila Youssouf. Ils ont demandé à ce qu'on fasse juste un état des lieux sur la convention pour voir qu'est-ce qui s'applique de ce qui ne s'appliquerait pas. Ce qui veut dire que la convention de banque s'applique.
Donc, aujourd'hui, s'il nous amène un avocat pour nous dire que la convention ne s'applique pas, s'il vous plaît, mettez cet avocat au placard parce qu'il n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place ici, cet avocat. Il faut qu'il aille apprendre d'abord qu'est-ce que c'est que la convention, où est-ce que ça s'applique, où est-ce qu'elle ne s'applique pas, qu'il se rapproche de l'AFB. S'il met en cause les propos de l'AFB écrits, adressés à la DRH, s'il met en cause la DIACT qui en est copie, je suis d'accord après seulement qu'il nous mette en cause, nous. Ceci étant, il faut qu'il mette en cause justement l'État. Puisqu'il est avocat, ben il faut, parce qu'il aurait fallu depuis 2011 ou depuis le jour où il est pris avocat BFC, qu'il nous écrive pour nous dire voilà, la convention de Bâle ne s'applique pas à la BFC Mayotte. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous dégueule ce truc-là. Donc qu'il aille se voir avec son arrêté de loi là. On n'a rien à foutre de ce truc. Le Parti socialiste mahorais est de retour sur la scène médiatique et ce grâce à de nouvelles personnalités politiques. Kira Bakara Dakolo, membre du Conseil fédéral du PS, souhaite en effet redonner un nouveau souffle et une dynamique de victoire à son parti, entraînant avec lui tous les anciens membres du parti. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimley. Une conférence de presse du Parti socialiste a eu lieu au 5-5 en fin de journée afin de présenter la nouvelle réorganisation hiérarchique. Le congrès national du parti aura lieu du 29 au 31 mai, l'occasion de voter des textes d'orientation politique et d'élire le nouveau chef du parti national. Ce que nous allons faire, d'abord renouveler les instances fédérales, ensuite renouveler les sections. Et au-delà de la Fédération socialiste de Mayotte, au-delà des sections, il faut des militants. Parce qu'un parti, un grand parti, ce sont d'abord des militants, des adhérents, des sympathisants. Donc il faut vraiment qu'il y ait une culture de parti. Et à l'intérieur des partis, il faut qu'il y ait des débats. Pas seulement un débat ou des débats pour des initiés ou pour des politiciens ou des apprentis politiciens, mais des débats avec la population. Donc il faut descendre sur le terrain et qu'il y ait des gens qui adhèrent, mais aussi qu'il y ait des gens qui disent ce qu'ils pensent. Tous les 3 ans, le Parti socialiste tient son congrès ordinaire afin de prévoir l'avenir et de se repenser. Plusieurs motions seront votées sur la base d'un texte intitulé « Agir en cohérence socialiste pour demain ». 4 axes principaux de réflexion sont ainsi évoqués. Nous avons 4 axes principaux de réflexion. Le premier, c'est l'économie avec l'écologie et la mondialisation. Ce sont surtout des sujets qui ont trait à l'économie. Le deuxième, c'est l'égalité, la culture, la laïcité, la sécurité. Vous savez ici qu'en Mayotte, nous connaissons une situation très délicate en matière de lutte contre la sécurité. En troisième position, nous avons un thème qui s'articule autour de l'exemplarité des élus, la modernisation de l'État, la fiscalité. Et en quatrième lieu, notre motion que je représente ici à Mayotte tourne sa réflexion autour de la démocratie interne du parti. Objectif, remobiliser les troupes, redonner envie aux militants de mener un travail de fond sur le terrain. Les membres présents ce jour souhaitent faire du Parti socialiste mahorais un courant de pensée démocratique capable de tenir compte des problématiques qui touchent la population mahoraise et de faire office de véritable force d'opposition politique. Depuis lundi, Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, se trouve à Mayotte, venu pour s'imprégner des problématiques de l'île. Celui qui a mis en place une délégation d'outre-mer en un objectif, changer le regard de la métropole sur la richesse et la diversité des départements d'outre-mer, tout en cessant de leur tourner le dos. Le président était ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana afin de rencontrer les membres du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Les précisions de Pierre Bellucci. Entretien avec le porte-parole du Grand Cadi, avec le préfet, visite du BSMA, déjeuner avec les agriculteurs ou encore rencontre avec le bureau du 16e. Jean-Paul Delevoye a passé 3 jours intensifs. Les acteurs des différents domaines ont pu échanger avec le président du Conseil économique, social et environnemental qui dresse un premier constat. Et ma conviction, mais qui a été renforcée par la visite que je viens d'effectuer, c'est que, vu de Mayotte, on a vécu une illusion selon laquelle la départementalisation réglait tous les problèmes, alors que la départementalisation n'est pas une fin, mais un moyen. Et que, vu de métropole, on demande à la société mahoraise d'avoir les mêmes analyses, les mêmes comportements, les mêmes structures, les mêmes réponses administratives qu'en métropole. Et donc, on voit bien, ce que je disais tout à l'heure, comment aider les Mahorais
à regarder avec des lunettes métropolitaines la logique métropolitaine et l'inverse, comment la métropole peut-elle regarder la force, la logique et la potentialité mahoraise. Force, logique et potentialité, le président du CESE semble être tombé sous le charme de l'île aux lagons et semble prêt à plaider en faveur de sa cause. Mieux écouter, mieux entendre, parce qu'en réalité, un développement se fasse avec des hommes et des femmes. Et ça n'est pas un problème budgétaire, ça n'est pas un problème administratif, c'est comment épouser les énergies que j'ai senties ici de façon incroyable. Il n'y a pas un agriculteur en métropole qui relèverait les défis que relèvent ici vos agriculteurs. Je vois le personnel médical fait des prouesses, fatigué, proche du burn-out, mais illuminé par les missions du service public qu'il relève dans des chambres réservées à un lit où il y a 2 lits, voire 3 lits. C'est absolument incroyable les miracles que vous faites. Et donc cette force et cette potentialité, comment la mettre au service d'un projet collectif ? De leur côté, les membres du CESEM ont pu ce matin poser des questions à M. Delevoye. Un échange bénéfique et enrichissant, comme l'explique le président du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. C'est un moment très important dans l'histoire du Conseil économique de Mayotte parce qu'il va nous permettre déjà de mesurer toute la mission qui est la nôtre dans un territoire qui est en pleine mutation. Donc son regard sur nos problèmes, ses conseils sont pour nous très importants. Et on a d'ailleurs choisi pour ce matin, pour cette séquence, 2 thématiques, qui est la thématique de l'éducation et la thématique de la santé, qui pour nous sont les leviers les plus importants pour le développement de Mayotte. Santé, éducation, sécurité, autant de problématiques qui ont touché Jean-Paul Delevoye. Mais le Conseil économique, social et environnemental ne peut être, comme son nom l'indique, que dans l'influence du pouvoir. Reste maintenant aux décideurs politiques à entendre les bonnes paroles de M. Delevoye. Sharoman Chamassi, je me tourne vers vous. On a vu dans ce reportage, on parle de priorités, notamment l'éducation et la santé. Concernant l'éducation, vous qui êtes président de l'association À Demain pour les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intervention ? Je crois qu'au niveau de cette intervention, c'est une bonne chose, mais ce qu'il faudra retenir surtout, c'est qu'au niveau de Mayotte, les Mahorais ont toujours été écoutés. Mais est-ce qu'ils ont toujours été entendus? Je ne crois pas. Le problème, c'est à ce niveau-là. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on a une autorité qui arrive sur l'île, on découvre ce qui est sur Mayotte. Or, pendant des années, il y a eu quand même des élus qui ont remonté à Paris, qui ont relayé les informations. Là, on découvre, on a l'impression comme si c'est la première fois qu'on apprend la situation au niveau de Mayotte. Donc, il est très clair que la priorité au niveau de Mayotte, c'est d'abord l'éducation. Bien entendu, il y a la sécurité qui est en même temps, mais surtout l'éducation. Parce que là, on va en parler certainement concernant les enfants qui errent un peu partout. Malheureusement, cela est lié à l'éducation. Alors pour vous, c'est une personnalité qui vient encore une fois à Mayotte et qui prend connaissance des problématiques, mais encore une fois, on est dans l'attente toujours et encore. Je ne me permettrai pas donc de douter de ce qu'il aura à faire, mais je voulais tout simplement dire que ce n'est pas la première fois que les Mahorais sont, je dirais, donc écoutés, mais entendus. Le retour, on ne le voit pas. Donc là, ce qui a été relevé ici, de toute façon, ça relève également de tout ce qui se passe au niveau de la société mahoraise, en ce qui concerne les entreprises, en ce qui concerne les administrations. On a mis certainement donc la départementalisation donc à Mayotte, elle est en cours, mais le problème, c'est que quand on regarde concrètement ce qui se passe, il y a quand même certaines lois, certains principes qui sont mis en place donc à Mayotte exactement comme sur la métropole. Par contre, je crois que quand ça concerne, disons, l'avantage des Mahorais, cela ne vient pas rapidement. Et c'est là où ça crée justement des problèmes au niveau de la société mahoraise. Je prends l'exemple, l'un des points qu'on avait évoqué d'ailleurs ici présent, en ce qui concerne la prolifération des armes à Mayotte. Vous savez très bien, quand on a mis en place donc, la possibilité qu'on puisse obtenir donc, des armes au niveau de Mayotte, c'est un peu dommage. Or, il y a quelques années en arrière, il y avait quand même un arrêté de monsieur le préfet qui permettait de limiter la population donc, au niveau donc d'acquisition des armes à Mayotte. Et cela, on n'a pas pensé à dire, écoutez, cela risque de créer des soucis au Mayotte, autant attendre d'abord, mais non, ça a été mis en place, donc comme si on a métropole. Ça veut dire, dans quelques années, pour ne pas dire quelques mois, on aura des armuriers qui sont ici. Et ça, c'est dangereux. Or, entre-temps, on a d'autres choses que les Mahorais en ont besoin. C'est au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, et j'en passe. Décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément adaptées aux réalités du territoire. Bien sûr, elles sont prises, elles ne sont pas adaptées. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on a l'impression certainement qu'on est entendu, mais écoutez, je doute quand même, parce que la plupart des gens qu'on a connus donc, de passage à Mayotte, il y a eu des rencontres, que ce soit au niveau donc, des syndicats, que ce soit au niveau des associations, au niveau des élus, mais le retour, on ne le voit pas clairement. Quoi. Donc, le problème à ce niveau-là, j'ose espérer qu'il est venu, il a constaté cette réalité et il sera parmi
donc, les avocats donc, de Mayotte au niveau de la métropole. On l'espère tout bonnement, Monsieur Chamassi. Hier, aux alentours de 13h, deux jeunes âgés de 12 et 14 ans, armés et accompagnés de chiens, sont entrés dans l'enceinte de l'école maternelle T6 à Kaweni pour y voler les goûters des élèves. Pour le deuxième jour consécutif, les instituteurs menacés par les malfrats ont rapidement montré les salles où se trouvaient les collations. Rien d'autre n'a été dérobé. Une affaire de vol pour de la nourriture qui fait transparaître le malaise de nombreuses familles en situation de précarité, au point de ne pouvoir offrir plus d'un repas par jour à leurs enfants. Reportage Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Cette mère de famille est l'exemple type de toutes ces familles qui vivent en situation de précarité sur le 101e département. Seule avec ses 7 enfants vivant dans un logement de fortune en tôle, elle dit ne plus avoir d'autre solution que de faire du commerce illégalement pour payer ses factures et subvenir à ses besoins. Nda ndunge jotan pare shalan ve wanan pare maja facture maja hijan pare live mwingi wa hijan live nyumba facture in live nyumba kakila tongo de wam abo na murso ami nene kam suru na rasuja bazar murso ami muro mbale malezi dia jili karakana tambu karatola ra jakensi joa jubanta joa al bubwana ngo subita kutongiao. Plusieurs associations tentent de venir en aide à ces familles, comme l'association que dirige le capitaine Chamassi intitulée « À demain pour les enfants ». Cette dernière affaire qui s'est déroulée dans l'école maternelle T6 relance le débat de cette délinquance grimpante, parfois poussée par la simple sensation de faim. Et pour les personnes interrogées, les solutions ne sont pas dans leurs mains, mais dans celles de l'État. Il faut que l'État se réveille pour qu'il puisse aider les gens en difficulté. Bon, aider surtout les gamins qui ne font rien, qui ne vont pas à l'école. Surtout, il y a des gamins qu'il faut qu'ils soient à l'école. Et on ne les voit même pas à l'école, on le voit dans la rue en train de vendre des choses. Et après, il y a les polices municipaux qui les chassent et c'est pas bien. Les 2 individus ont été interpellés. Étant mineurs, ils ont été relâchés quelques minutes plus tard et l'affaire semble close. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, car à Mayotte, des centaines de familles luttent quotidiennement pour trouver à manger et survivre. Les autorités ne semblent pas posséder de solutions miracles et assistent, comme la population, à la descente aux enfers du département en matière sociale. Chamassi, Charouman, je reviens vers vous. Donc, on a vu dans ce reportage des jeunes qui s'adonnent à la délinquance uniquement pour se nourrir souvent. Tout à fait. Là, on ressent tout simplement que ces jeunes nous font signe qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, les adultes. Là, souvent, on attend, comme ça a été dit tout de suite, comme quoi c'est l'État. Je tiens à souligner ici, l'État n'enfante pas. L'État ne fait pas d'enfants. Donc, les premiers responsables sont les parents. Malheureusement, on a affaire à des parents quand même qui font des enfants. Et ces enfants-là, au départ, on constate, ne sont pas des enfants qui sont faits par amour, par la nécessité d'avoir d'enfants. Mais simplement, malheureusement, je tiens à le souligner, certains font des enfants, je dis bien certains, font des enfants uniquement pour avoir des papiers derrière, pour avoir des papiers. Ce qui fait que quand l'enfant est né, il est abandonné tout de suite. Parce que la maman, ce qu'il cherchait, c'est quoi? C'est avoir une personne qui lui permettra de pouvoir résider, donc en tout cas au niveau Mayotte, sans être inquiété par la police ou la gendarmerie. Et à partir de là, l'enfant n'est plus vraiment un enfant. Il est laissé à l'abandon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Clé justement pour pouvoir rester sur le territoire? Tout à fait. Il cherche le moyen de pouvoir rester sur le territoire. Donc maintenant, cet enfant-là, c'était pas un enfant quelque part voulu clairement par amour pour qu'il éduque. Il est abandonné. Donc je tiens à souligner ici, il ne faut pas qu'on cherche à parler à chaque fois de l'État. Qui est l'État? L'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Parce que l'État, il s'agit de quoi? Il s'agit de nos impôts qui font que qu'on doit réagir par rapport à tout ça. Mais je pense que les premiers responsables de ça, c'est quand même d'abord les parents. Les parents doivent savoir que quand on enfante un enfant, il faudra s'en occuper, à mon avis. Ensuite, il faudra bien entendu compter sur l'État, sur les collectivités, les associations pour aider aux parents qui sont en difficulté. Mais là, le danger est quoi? Effectivement, ces enfants-là sont en danger. Vous l'avez dit ici, donc l'année dernière, nous avons humblement essayé de contribuer pour des gamins qui sont bien sûr scolarisés à l'école primaire, donc parmi les écoles primaires de Kaweni, pour qu'ils puissent obtenir des goûters. Pourquoi? Parce que
parmi ces enfants, il y a certains qui pouvaient avoir leur goûter donc, en allant à l'école, il y a d'autres qui n'en avaient pas. Vous imaginez un gamin qui voit l'autre avec son goûter à la main, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, première réaction, il voudra l'arracher. Et le vol commence à partir de là. Nous avons essayé de contribuer ça à notre niveau. Nous avons pu quand même faire en sorte que ces enfants-là ont pu avoir un goûter au moins pendant une année scolaire. Donc je pense chacun de nous devrons contribuer à quelque chose. Mais d'abord, c'est les parents qui doivent faire quelque chose. Alors, je profite de vos propos quand vous dites que certains parents font des enfants pour rester à Mayotte. Est-ce qu'ici, on a vu souvent la question revenir, il faudrait peut-être remettre en cause le droit du sol à Mayotte, vous pensez? Vous savez, je ne veux pas rentrer dans ce problème de droit du sol, mais il faudra analyser d'abord je pense qu'il faudra d'abord analyser la situation au niveau donc, de Mayotte par rapport à ce qui arrive, sans forcément chercher à stigmatiser donc, ceux qui viennent des îles d'à côté. Parce que le problème ne réside pas simplement par rapport à ceux qui viennent des îles d'à côté. Nous voyons l'exemple, la prison de Majicavo n'est pas remplie que par des gens qui viennent des îles d'à côté, mais on a quand même des Français de souche, des enfants qui sont nés ici. On doit tous se poser la question d'abord, mais qui est Mahorais aujourd'hui? Qui est Mahorais aujourd'hui? Enfin, à mon sens, je pense que simplement que le Mahorais, c'est qui? C'est la personne qui apprécie donc Mayotte, quel que soit son lieu de naissance, quelles que soient ses origines, c'est la personne qui apprécie Mayotte, qui apprécie les Mahorais et en respectant donc bien entendu les principes. Ça peut être n'importe quelle personne. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que certains, je dis bien certains élus, quand on évoque des problèmes liés donc aux enfants, on pense tout de suite aux enfants qui viennent des îles d'à côté. Mais c'est un faux problème. Aujourd'hui, la plupart des enfants sont nés à Mayotte. Oui, certains ont peut-être des parents qui sont au départ donc en situation irrégulière. Mais le problème, c'est quoi? Quand ces enfants-là ont 13 ans, ils basculent automatiquement à leur demande donc au niveau de la nationalité française. Donc la maman n'est plus expulsable. Si on veut revenir dans ce thème d'expulsion, il n'est plus expulsable. Donc elle devient d'office une citoyenne, si vous voulez, de Mayotte à part entière. Parce qu'il veut rester Mayotte, il veut vivre à Mayotte. À mon avis, il faudra aider ces enfants-là, qu'ils soient des enfants qui viennent des îles d'à côté ou des enfants qui sont d'ici. Il faudra, parce qu'eux, ils sont victimes de ces situations-là. Ils n'ont pas voulu d'abord être nés à Mayotte ou ailleurs. Ce sont des enfants qui sont là, qui sont victimes d'une situation. On doit apporter donc de l'aide. Alors, vous parlez de ces enfants qui sont nés de parents issus d'immigration clandestine notamment, mais on voit que la précarité touche également des familles mahoraises et des familles issues notamment des expatriés qui sont installés à Mayotte et qui de plus en plus ont du mal à s'en sortir, à boucler les fins de mois. Tout à fait. C'est pour cela que je disais qu'il ne faut pas stigmatiser justement les enfants ou les parents qui viennent des îles d'à côté, parce qu'on contrôle, on voit très bien au niveau des quartiers, nous avons des gens originaires de Mayotte, je dis bien nés à Mayotte, enfin si certains pensent qu'en étant nés à Mayotte, donc on est automatiquement mahorais, donc en tout cas, donc qui sont nés ici et qui se disent mahorais, ils sont aussi en difficulté. Les bangas que vous voyez dans les hauteurs, dans les différents villages, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la commune de Mamoudzou, mais dans Mayotte un peu partout, eh ben, il y a également des gens qui sont français, qui habitent ici au niveau de Mayotte. Au vu de la cherté de la vie à Mayotte, bien entendu, nous avons également donc des fonctionnaires qui ne peuvent pas faire des allers-retours tous les jours pour aller au sud, pour aller au nord, eh bien, qui cherchent les moyens pour s'installer à Mamoudzou, eh bien, ils se mettent dans des bangas également et ils sont fonctionnaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir assurer donc l'aller-retour tous les jours, y compris les problèmes d'embouteillage et j'en passe, donc les difficultés pour pouvoir rejoindre donc leur lieu de travail. Ils s'installent. Donc là, ce problème de précarité n'est pas lié simplement à ceux qui viennent des îles d'à côté, mais y compris des gens qui sont originaires de Mayotte. Merci beaucoup, Shaoman Chamassi. On continue avec maintenant l'actualité de ce mercredi 20 mai. Je vous propose d'en faire un petit tour d'horizon et c'est présenté par Pierre Bellucci. Lundi, en milieu d'après-midi, un équipage de la brigade nautique de la PAF 976, constitué d'un chef de bord et de 2 équipiers, procède à des essais moteurs au large des Bas-Damiers. Aux alentours de 16h45, alors que la mer est très agitée en raison des vents alizés, les fonctionnaires aperçoivent un pêcheur en perdition, appelant au secours alors qu'il est accroché à un balancier de pirogue à la dérive. 2 fonctionnaires se jettent alors à l'eau afin de porter assistance et secours aux naufragés très fragilisés physiquement. La victime est ensuite prise en charge par le SAMU afin d'être évacuée en direction du CHM de Mamoudzou. Les policiers de la brigade nautique de la DDPAF 976, alors qu'ils n'étaient pas dans leur mission de lutte contre l'immigration clandestine, ont démontré une grande réactivité, beaucoup de maîtrise et de sang-froid dans le cadre de ce secours maritime. Ils ont sauvé une vie. Dans sa séance du 16 avril 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a examiné les temps de parole relevés lors des élections départementales. À cette occasion, les rédactions de Kwezi TV et Kwezi FM
ont reçu les félicitations du CSA pour couvrir la campagne électorale, tant en ce qui concerne le traitement des enjeux nationaux du scrutin que dans les circonscriptions dont l'actualité électorale a été évoquée. L'équité des temps de parole a été respectée malgré la difficulté que cela implique. Mission accomplie. La compagnie Ariar, en partenariat avec la direction des affaires culturelles de la préfecture et le vice-rectorat de Mayotte, organise le festival lycéen au théâtre 2015 à Kanikeli. Un festival réservé aux lycéens et aux étudiants en pratique artistique, c'est-à-dire option théâtre. Cette édition accueillera également pour la première fois des jeunes du lycée Georges Brassens de Saint-Denis de la Réunion. A noter que la semaine dernière, la compagnie a présenté un nouveau spectacle en collaboration avec une compagnie strasbourgeoise venue pour travailler avec El Majid et sa troupe. Ariar est une troupe très active et qui fait bouger Mayotte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Compagnie Ariar. Pour terminer cette journée consacrée à la jeunesse mahoraise, c'est ce que souhaitait bien évidemment Pôle emploi qui a organisé ce matin, comme chaque année, un événement intitulé Jeunes et Pros. Plusieurs prestataires étaient réunis pour accompagner et préparer ces jeunes chercheurs d'emploi à rencontrer leur employeur. Plus d'une centaine de personnes ont répondu présents à l'appel. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Séance maquillage pour les filles et rencontre avec les différents conseillers présents pour les garçons. L'événement a mobilisé un grand public qui a notamment pu obtenir des réponses à leurs questions. Destiné aux moins de 25 ans, l'événement a permis aux jeunes de témoigner sur leur parcours professionnel. Je me suis inscrite à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, et grâce à Pôle emploi et la mairie de Mamoudzou et la mission locale, avec Djabir et Binti, grâce à eux et à la mairie de Mamoudzou, j'ai pu accéder à Pôle emploi, à l'emploi d'avenir. Et une fois être en emploi d'avenir, quand on m'a appelé que vous allez être embauché en tant qu'emploi d'avenir, je me suis dit pourquoi pas travailler avec les jeunes. Tous les jeunes possèdent les mêmes chances et le droit à la réussite professionnelle malgré les difficultés scolaires. L'objectif est de montrer aux chercheurs d'emploi qu'il y a des possibilités dans le domaine du travail à Mayotte. Sur un circuit à plusieurs stands, des partenaires de Pôle emploi comme l'ACE, l'OIDF, Opcalia ou le BSMA présentaient leurs débouchés professionnels aux jeunes. Nous avons... pour commencer, c'était pour changer un petit peu par rapport aux événements habituels, une esthéticienne qui est présente sur un circuit triangulaire. Donc les jeunes ont des conseils en images qui leur sont fournis, en images dans un objectif de passer des entretiens professionnels, évidemment. On est bien quand même sur cette dimension-là. Ensuite, ils vont passer par un atelier pour valoriser leurs compétences et dans un troisième lieu, ils seront reçus par des employeurs en entretien. Pour cet événement, la mairie, SFR, la CMEA ou encore le CRIDJ se sont mobilisés d'un point de vue matériel et logistique. Les élèves ont pu profiter de ce moment pour en apprendre plus et éclaircir un avenir parfois bien flou, avec une leçon à la fin pour réaliser son projet professionnel. Il faut savoir persévérer et avoir confiance en soi à bon entendeur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à notre invité, Charoman Chamassi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après, à 19h35, l'invité du temps de parole, Hassani Abdallah, ancien maire de Mamoudzou. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Patrick Mian que vous retrouverez dès demain matin dans la matinale. À 6h30, il sera en compagnie de Julien Gauquelin pour parler de cette marche citoyenne prévue samedi matin dans les rues de Kaweni. À 7h, Ahmed Atoumani Douchina viendra tirer la sonnette d'alarme sur la grande précarité qui s'installe de plus en plus dans les foyers mahorais. Et à 7h30, en direct de la BFC, nos équipes iront prendre la température du côté des salariés à quelques heures de l'arrivée du directeur de la BFC, Océan Indien. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.